Je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux et quand je veux. Et c'est quelque chose de fort qui peut paraître dans le monde où on vit aujourd'hui, du contrôle, des normes, des règles, des lois, qui paraît tout de suite marginal. Mais je pense être peut-être un peu marginal par rapport au système, il me l'a fait payer cher. Mais je pense être très centré sur moi-même et sur ce que doit être ma vie et ce que j'ai envie qu'elle soit en tous les cas. Bienvenue dans Feedback, la chaîne qui inspire et qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir quelqu'un d'inspirant, encore une fois. Un homme qui incarne la performance, l'audace et la résilience. Il est le fondateur des laboratoires Les Trois Chaînes et de la marque Eric Favre. Il a su bâtir un empire dans le domaine de la nutrition et du bien-être. Mais au-delà de l'entrepreneur, c'est aussi une philosophie de vie, une vision de la réussite que nous allons explorer avec lui. Eric, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous, et merci de ce moment que tu me donnes pour me permettre de pouvoir me présenter. Écoute, avec grand plaisir, c'est un privilège et c'est un honneur de t'avoir avec nous. Eric, j'aime bien demander d'abord à mes invités de se présenter. Certains parlent de qui ils sont et Mhm. certains parlent de ce qu'ils font. Je t'en prie, à toi l'honneur. Qui je suis? Voilà, je suis un petit mec qui va avoir 62 ans le 27 décembre cette année, donc qui a eu une carrière d'entrepreneur, autodidacte, dans le domaine de comme tu l'as dit, de la nutrition, de la santé naturelle, et qui a construit un groupe qui est basé sur des valeurs que j'ai appris à la ferme de mes grands-parents, les fermes, les fermes familiales, qui sont des valeurs de courage, de partage, d'amour, de respect. Et j'ai pas fondé toute ma carrière sur des écoles du commerce, les écoles de la finance. J'ai vraiment fondé mon business sur l'école de la vie, voilà, et qui me paraît être plus d'actualité que jamais. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? La vie a fait que j'ai cédé mon groupe en 2022 à 97%. Pour les raisons que vous connaissez tous aujourd'hui, puisque j'ai eu de gros problèmes avec la justice. C'est la France, on n'aime pas les gens qui réussissent, je veux pas faire la victimisation parce que quelque part ils m'ont pas desservi, ils m'ont pris beaucoup de choses, mais c'est que du matériel. Mais quand on sait s'en sortir, on sort beaucoup plus fort spirituellement et physiquement. Et ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce que j'avais 55 ans quand c'est m'est arrivé, pardon, que la vie était finie et que j'allais continuer à pleurer sur mon sort. Bien au contraire, ça m'a ouvert énormément de nouvelles portes, avec des portes avec beaucoup de pentes, beaucoup de difficultés devant moi parce qu'il faut se reconstruire à un âge où d'autres pensent à leur retraite. Et moi, je pense à la conquête, puisque je suis un guerrier, comme on dit, dans le sens noble du terme. Et j'ai décidé de repartir à l'assaut sur un nouveau continent, dans une nouvelle culture, dans une nouvelle religion, puisque je suis au Sénégal et qui est à 95% musulman, et j'insiste là-dessus parce que ça me fait beaucoup rire tout ce que je vois et ce que j'entends, et ça m'attriste à la fois quand j'entends toutes ces divisions autour de sujets qui ne devraient pas en être. Ce qui est important, c'est le front de l'humain, c'est ses capacités à s'adapter, ses capacités à s'aimer, à s'entraider, et à avoir une vision en commun et commune pour pouvoir construire une vraie collectivité, une vraie communauté. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui ici en Afrique. Comment fait-on pour passer de petit-fils de paysan à PDG d'une des plus grandes marques de nutrition? Comment ça se passe? Parce que je discutais avec Mourad Boudjelal, lui, il me disait euh, que la culture du pauvre existait. C'est-à-dire qu'il a toujours entrepris et il a échoué et il se disait tout le temps ben, que ça allait pas marcher. Non, je pense il faut pas confondre en fait l'être humain, l'individu et le système. C'est deux choses complètement différentes. Tu as effectivement, comme je t'ai évoqué au départ, je suis un petit-fils de paysan. Je suis né dans un milieu où on avait des valeurs, des vraies valeurs. Des valeurs qui sont liées à la terre, qui sont liées aux animaux que l'on avait dans la ferme, qui nourrissaient ma famille, qui, à travers le lait, les transformations de fromage, etc. Ça fait toujours rire quand je dis ça, mais ça te donne une certaine vision de la vie, du travail, et que sans le travail, sans le respect, qu'il soit dans l'être humain ou que ce soit dans le travail dans lequel on s'est engagé, et celui de nos clients, celui de nos fournisseurs, aucune entreprise peut se bâtir, ou peut se bâtir de manière saine. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, la ferme, c'est pas fait pour moi.
Je suis parti dans les paracommandos, j'avais 20 ans. Je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour manager, commander, puisque je commandais tout le monde sans être gradé, parce que je voulais pas être gradé. Et je me suis rendu compte que ces valeurs que j'avais apprises à la ferme étaient fondamentales, mais que j'allais être un besogneux toute ma vie, parce que je ne suis pas né dans une grande famille, je suis pas né dans une grande famille au sens réussite dans la vie. Je ne suis pas un homme de réseau. Bien au contraire, ça m'a desservi sur le reste de sur le tardif de ma carrière. Mais je pense humblement être un homme vrai, avec ses qualités, ses défauts. Toute mon enfance, j'ai entendu que j'étais un bon à rien parce que j'aimais pas l'école, j'aimais pas qu'on m'apprenne ce que j'ai pas envie d'apprendre, et surtout, j'avais pas envie d'apprendre des choses qui allaient m'emmener là où j'avais pas envie d'aller. Donc, je le dis un peu de manière un peu provocateur, et ça fait 60 ans que ça dure. Je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux et quand je veux. Et c'est quelque chose de fort qui peut paraître dans le monde où on vit aujourd'hui, du contrôle, des normes, des règles, des lois, qui paraît tout de suite marginal. Mais je pense être peut-être un peu marginal par rapport au système, il me l'a fait payer cher. Mais je pense être très centré sur moi-même et sur ce que doit être ma vie et ce que j'ai envie qu'elle soit en tous les cas. Ouais, Et c'est c'est ça. la réussite en fait, personnelle. Ouais, on va l'évoquer, on va parler de la réussite, mais c'est vrai qu'on te sent dans ton discours libre. Et ça, je trouve que de nos jours, c'est quelque chose d'incroyable, mais on va en reparler un peu plus tard. Eric, est-ce qu'il faut avoir faim? Est-ce qu'il faut avoir la rage pour s'en sortir? Est-ce que tu crois que si tu avais été dans une famille dans le confort, tu n'aurais pas mené tous ces projets-là? C'est pas le genre de réflexion que je me pose, c'est pas le genre de croyance que j'ai. Je pense qu'on peut être issu de n'importe quel milieu, de n'importe quelle famille, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est savoir s'inspirer des choses qui nous correspondent. Le gros problème, c'est savoir qui nous sommes et qu'est-ce qui nous correspond réellement, au-delà de toute l'éducation, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit familiale, les croyances, la culture, bien sûr, et puis la charge que nous font porter nos parents, nos grands-parents, parfois à vouloir nous mener sur leur chemin, mais qui est leur chemin et qui n'est pas forcément le nôtre. Donc tout se joue avec un besoin de s'affranchir. Moi, je le dis souvent, j'ai tué mon père, mon grand-père et toute ma famille de manière psychologique pour pouvoir exister par moi-même. Et ce que j'ai voulu y mettre, c'est de l'amour. J'aime ma famille profondément, mais je ne leur ai jamais permis un seul instant de me dévier de mon chemin. Et mon chemin a fait ce que je suis devenu. Je suis là pour les aider avec ce que je peux faire et avec beaucoup d'amour, sans intérêt de retour, passionnément. Mais je n'ai jamais accepté de leur céder ma liberté d'être ce que je suis. Et c'est vrai pour mes enfants, c'est vrai pour ma femme ou mes femmes. Je suis quelqu'un de polygame, infidèle depuis que j'ai toujours été, et je l'affirme. Tu le sais que ça m'a coûté souvent, mais j'ai jamais eu de problème avec les femmes. Les femmes ont toujours été un point central dans ma vie. Elles ont toujours nourri mon énergie. Elles m'ont toujours respecté parce que je les respecte et que je n'aurais jamais menti, comme je ne mens pas dans mes affaires. Très bien, c'est incroyable parce que je trouve que tu bouleverses les codes. Notamment, tu vois, tu parlais de l'école où on nous apprend à faire et pas à être. Et je crois que toi, très vite, tu t'es dit, c'est pas ce que je veux, c'est pas la vie que je veux mener. J'ai d'autres ambitions. Je fais partie d'une génération qui a manqué d'exemples. Je te le disais tout à l'heure. La façon de réussir, c'était faire du football, faire du rap, ou alors devenir un gangster. Toi, est-ce que tu avais un mentor? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré? Tu as parlé de ton foyer familial, de ton cocon, du travail à la ferme. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Tu sais, c'est une espèce d'alchimie qui est une alchimie qui est personnelle et qui est liée à notre vie. Moi, mon père et mon grand-père étaient deux hommes très importants dans ma vie. Il y en a un qui voulait que je reprenne l'exploitation agricole, mon grand-père, et mon père, lui, voulait que je sois dans le business, etc., parce qu'il estimait que la vie de paysan, c'était pas une vie avec un avenir. Les deux avaient raison, mais à un moment donné, cette dualité qu'il y avait entre eux m'a fait qu'à un moment, j'ai été perturbé parce que je ne savais pas lequel suivre, lequel aimer et lequel être. Et c'est C'est à ce dur. moment-là, je vais te dire un truc complètement, les gens me prennent pour un imbécile, mais c'est pas grave, puisque
J'ai découvert à un moment donné un mec qui s'appelle Johnny Hallyday et qui, quelque part, à travers deux périodes de sa vie, une période où il était jeune en costard à chanter Key Watch et une autre partie où il chantait Au pays des vivants en costard, etc. Cuir, chapeau de cow-boy et tout, et avec une musique qui était à l'époque assez révolutionnaire entre parenthèses en France. Je me suis dit, bah voilà, ce mec, putain, il est tout à la fois en fait. Et je me suis dit, bah moi, j'ai pas envie d'être mon père, j'ai pas envie d'être mon grand-père, j'ai envie d'être un mec comme lui, libre un peu, rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est important dans ma vie. Ouais. Il respectait son public, d'avoir une vie un peu de fou, une vie de dingue. Et c'est ça qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie. C'est pas des chefs d'entreprise, c'est pas des mecs riches, c'est des mecs généreux, qui donnaient du bonheur à leur public, qui les a fait vivre. Des gars qui vivaient leurs rêves, qui allaient jusqu'au bout, qui sont passés pour la moitié de leur vie pour des débiles mentaux, pour des incultes. Moi, souvent, on m'a pris pour un débile avec de dire que j'aimais Johnny Hallyday. Je suis rentré en bourse en Santiago, sans cravate. Donc, je sais que j'étais en dehors des codes, hors normes, hors les normes. Mais il faut avoir du courage et puis il faut avoir la force de subir les colibets, de subir la critique, subir la méchanceté de ne pas être dans la norme. Et jusqu'à mes 55 ans, jusqu'à ce qu'on me mette en prison, subir le fait de ne pas être dans le moule classique et donc d'être un hors-la-loi par présentation et non pas dans les faits. Je Et on comprends. le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus présent. Quand tu ne rentres pas dans la norme, tu es forcément un complotiste ou un marginal. C'est Je ne ça, un pense- moaïste ou tu as raison, c'est vrai. Et je ne suis rien de tout ça, je suis un homme simple, très simple. Je n'ai pas le goût du pouvoir, ni le goût de l'argent. L'argent, c'est de la liberté, c'est pas une religion. Et le pouvoir, pour moi, le seul pouvoir qui m'intéresse, c'est d'avoir le pouvoir sur moi-même. Et je pense que si j'ai le pouvoir sur moi-même, j'ai la capacité d'emmener d'autres et d'autres à réussir leur vie pour les tirer et mener des batailles que eux seuls ne pourraient peut-être pas mener. Et moi seul, je ne pourrais pas mener ces batailles sans mon équipe que je respecte et que j'aime profondément en fait. Et tu parlais justement de l'épreuve que tu as vécue avec la prison. Mhm. Je fais de la garde à vue. Ça a été une épreuve pour moi et ça m'a servi. Est-ce que toi, ça a été la même chose, même si ça a dû certainement être difficile, mais pour moi, dans mon cas, c'était pour moi, mais surtout pour mes proches. Ça m'a ennuyé pour mes proches. Tu comprends? Toi, est-ce que cette épreuve-là, tu t'es dit, euh, fais chier pour eux, mais on va rebondir ensemble. Je suis pas dans. Ça m'a fait souffrir, bien sûr, de mettre ma famille dans quelque chose dans lequel ils n'avaient aucune raison d'y être, ni de près ni de loin. Je sais que je ne mérite pas le traitement qu'on m'a fait, que c'est purement de la méchanceté, de la fabulation. Un juge qui à un moment donné se prend pour un metteur en scène qui est en train de réaliser un film et te met un dossier tout à charge à 100%. On m'a reproché des choses que je n'ai jamais faites. Je me suis retrouvé d'un entrepreneur à succès à un malfrat qui est mis pendant 7 mois en prison et où on a collé 10 chefs d'inculpation. C'était un coup de masse énorme, surtout avant l'événement qu'il devait avoir à Nice où j'avais 42 nations qui étaient là. C'était un événement, c'était du jamais vu en France. Et la chose qui m'a plus fait souffrir dans ma vie, vraiment dans ma vie, c'est le soir où je suis rentré en prison, où j'étais avec mon fils aîné, qui était menotté dans le camion avec moi, qui je vois pas ce qu'il avait à faire ici, si ce n'est qu'on voulait me faire mal. Et savoir de laisser ton fils à 1 heure du matin à l'entrée d'une prison où tu sais pas où il va, ce qui va se passer, etc. Et surtout, c'est une injustice qui est énorme. Moi, ma vie, c'est ma vie. Je Mes comprends. combats, c'est mes Mais combats. d'impliquer les autres, c'est délicat. Mais de voir à un moment donné ton fils avec lequel tu as essayé de partager les valeurs d'honneur, de courage, de loyauté, etc., et que le système le mette dans mon sillage, dans cette situation-là, ça, c'était une injustice terrible et c'était une vraie souffrance. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est de me battre, pas pour récupérer tout ce qu'ils m'ont pris, ce qu'ils m'ont tout pris, c'est de me battre pour l'honneur de ma famille et mon honneur à moi. Voilà, même si je sais que j'ai en face de moi une montagne. Voilà. Eric, on va pas en parler 4 heures de ça, mais tu as eu le sentiment qu'on voulait te faire payer quelque chose? Oui, bien sûr.
J'ai le sentiment qu'on ait voulu me faire payer, d'être un petit-fils de paysan, d'être un autodidacte, un mec qui parle franc, qui ne mâche pas ses mots et qui n'avait pas à réussir. Ma façon d'être et ma façon de vivre, j'aime les femmes, j'aime les belles voitures, j'aime la belle vie, etc. Mais j'ai jamais volé, jamais triché. Je l'ai eu par mon travail. Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut tricher. Non, pour réussir, il faut travailler. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut mentir. Non, pour réussir, faut être vrai et dire la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être tordu pour baiser les autres, etc. Non, dans la vie, je préfère moi être baisé que baiser quelqu'un. Et toutes ces choses, on est dans un monde à l'envers aujourd'hui. On est dans un monde inversé où le travail ne paye plus comme il devrait. La loyauté ne paye plus comme elle devrait. D'ailleurs, regarde, on est gouverné aujourd'hui par des mentors, des tricheurs, des médiocres. Et malheureusement, ils ont le pouvoir, et ils ont la capacité de mettre des mecs comme nous en tôle et de nous faire passer pour des malfrats. Ah, c'est vrai que on assiste, tu as raison, je te rejoins sur ça, sur l'inversion des valeurs, mais dans plein de domaines, dans plein de domaines. J'aime dire que le rugby m'a permis d'être, de savoir être et de pouvoir être. Euh, Qu'est-ce que le bodybuilding t'a apporté à toi? Le bodybuilding m'a apporté beaucoup plus d'emmerdes, beaucoup plus de colibets, beaucoup plus de critiques. J'ai fait des choix dans ma vie qui ne sont pas des choix classiques. J'aimais Johnny Hallyday, j'aime le bodybuilding, j'aime la boxe. Il y a beaucoup de mes choix qui étaient des choix faits de manière librement, et j'ai aimé le bodybuilding par lui-même. J'ai jamais été un passionné de bodybuilding. Je suis un D'accord. passionné de culture physique, si on veut vraiment. C'est plus Marcel Rouet, tous les hygiénistes qui étaient ma culture. Mais je suis tombé dans le bodybuilding. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient là-dedans, et mon truc, c'était de les aider à réussir et de les sortir du ghetto du bodybuilding. Et j'étais conscient que le bodybuilding a une image très dure avec le dopage, qui est partout dans tous les sports. Mais le bodybuilding est un sport Et particulier. même dans la vie, Eric, pardon de te couper, même dans la vie. Tu sais, Oui, quand j'ai oui. repris mes études, j'ai appris que des étudiants prenaient des compléments alimentaires pour booster la mémoire, pour que ça soit donc pour le travail, sexuel, et le dopage existe dans tout. Oui. Mais si tu veux, les compléments alimentaires, c'est pas pour défendre C'est ma pas du dopage. c'est pas du dopage. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. J'ai fait un raccourci que pas mal de gens peuvent faire, tu as raison. Mais c'est ce que fait la justice souvent. C'est à un moment, ça les arrange. Il est plus difficile d'être intelligent et cultivé et que de prendre des raccourcis, c'est facile. Non, Ouais, c'est vrai. aujourd'hui, les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui permet de maintenir un équilibre, qui permet des fois de performer, de pallier à des carences hormonales, des carences à quelles qu'elles soient. Le dopage, il y a le dopage pour la performance. Et après, vous avez un système aujourd'hui qui est médical. Faut pas se cacher, on préfère avoir des gens malades qui rapportent de l'argent que d'avoir des gens en bonne santé qui rapportent pas d'argent dans le monde du médical. Donc il y a beaucoup de confusion. Moi, j'ai toujours dit que depuis l'âge de 45 ans, je me complétais en testostérone. Je faisais Mm. toujours suivi médical. J'ai 62 balais aujourd'hui, je suis en pleine bourre. Je peux rivaliser avec tout le monde. T'as l'air en canne terrible. Et donc, c'est ma connaissance, c'est perso. Je n'ai jamais prescrit, revendiqué ou fait quoi que ce soit par rapport à ça, mais c'est mon savoir, et qui aujourd'hui, à 62 ans bientôt, me donne pas tort. Donc, à un moment donné, j'ai pas de problème. Mais entre utiliser certaines hormones comme la testo ou la DHEA et des choses comme ça de manière contrôlée et médicalement suivie, et de faire du dopage sauvage, parce que aujourd'hui, malheureusement, je me suis toujours battu contre ce qui est fou, je me suis toujours battu contre le trafic. Je sais que mes athlètes utilisaient des anabolisants, mais ça n'a jamais été mon truc, jamais. Au contraire, quand j'allais dans les salles de fitness, j'essayais de leur expliquer qu'il fallait pas utiliser ce genre de produit, surtout quand on a 19 ans. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dopage, il n'y a jamais eu autant de drogués à la cocaïne ou des trucs comme ça, et on nous fait du cinéma à nous faire croire que voilà, on en arrête de temps en temps, où on va arrêter un mec comme moi qui n'en a jamais fait et qui se retrouve à Tu inculper. servir d'exemple. Ouais. Et il n'y a rien dans mon dossier, c'est ce qui est fou. Mais d'exemple de quoi? Qu'on prenne quelqu'un en exemple qui est un vrai trafiquant, Ouais, mais bien pas un sûr. mec qui a jamais fait de trafic.
Donc c'est ça qui est le monde encore de dingue à l'envers. Ouais, c'est vrai. Tu as parlé de performance. Pour moi, la performance a été de transcender les limites ancrées en moi, ou façonnées, comme tu le disais tout à l'heure, par la société ou le système. C'est quoi pour toi la performance? Ça, c'est le sens large que je t'ai donné. Après, tu peux me parler de performance, de match, où il faut être prêt, si possible, à 100%, parce que c'est très rare d'être à 100%, au moment venu, au moment du match. C'est quoi pour toi la performance, Eric? La performance sportive est liée à la discipline que tu pratiques. C'est-à-dire que si tu fais un 100 mètres, la notion de performance, c'est l'explosivité, la rapidité et l'endurance. Si tu es un boxeur ou un rugbyman, il te faut aussi bien sûr de l'explosivité. Donc la performance est liée à la discipline sportive que tu vas faire. Et tu dois utiliser donc tout ce qui est nécessaire au niveau alimentaire, au niveau supplément et entraînement, et dans ton esprit, tu l'as dit tout à l'heure, dans ton mental. Alors il y a deux choses, il y a le mental qui peut jouer des tours, parce que le mental, c'est ce que tu entends, ce que tu comprends, etc. Et qui est lié avec le monde du visible ou de l'information. Et bien après, tu as l'esprit qui lui est lié avec le monde de l'invisible, du ressenti, de l'instinct. Donc il faut savoir arriver à faire la différence entre les deux. Quand on dit ton mental, ton mental, ton mental, je dis non, ton esprit, ton esprit. Exact. C'est Bravo. pas la même chose. Donc la performance, après, quand on a 30 ans et qu'on est dans une discipline sportive, bah, on doit s'adapter, avoir un entraînement, des préparateurs et autres. Quand on est un homme, un entrepreneur ou un homme normal, la performance, c'est de rester dans le corps que l'on a hérité et d'essayer de le garder en bonne santé, de manière respectueuse. Et c'est ce que j'explique souvent à des jeunes. J'ai dit, regarde, aujourd'hui tu as 20 ans, et moi je me suis toujours préparé la dizaine d'avant. Ce que j'expliquais il y a pas longtemps à des gens autour de moi, j'ai dit, moi j'ai toujours eu le sens de, j'ai 20 ans, je me prépare la trentaine. Aujourd'hui j'ai 60 ans, je me prépare les 70. Je cherche pas à être comme j'étais il y a 10 ans. Mhm. Je cherche à comprendre comment mon corps est aujourd'hui, comment je vais pouvoir m'entraîner, le nourrir, récupérer, pour pouvoir arriver à 70 balais et réadapter un programme progressif. Donc la performance, elle est dans l'intelligence. Il n'y a pas de performance sans intelligence. Et aujourd'hui, c'est pas en suivant des réseaux sociaux et en suivant des guignols qui racontent n'importe quoi que tu vas apprendre sur toi. Et la performance, elle t'appartient en fait. Elle appartient pas à des autres. Et pour qu'elle puisse t'appartenir et que tu puisses en avoir une bonne utilisation, eh ben, c'est de l'expérience. C'est l'utilisation de ton intelligence, de ton ressenti et de ce qui est comme panel autour de toi que tu dois utiliser à bon escient, puisque tu es une personne unique et tu fonctionnes de manière unique, et donc tu dois avoir toi-même la capacité de développer ta performance à travers la connaissance. Et est-ce que tu considères toi aussi, parce que on en parlera tout à l'heure, que le travail bat le talent? Parce qu'on a l'impression que maintenant, pour faire un peu de buzz sur les réseaux, etc., le talent suffit, on émerge un petit peu, on fait parler de nous, et puis ça suffit aux gens. J'ai l'impression qu'on assiste à une génération qui n'a pas envie de travailler. Tu sais qu'il y a cette culture du buzz, peut-être que je généralise. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce que pour toi, tu es d'accord, le travail bat le talent? J'ai aucun doute, je sais très bien ce que tu vas me dire. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes qui ont pour objectif seulement cette culture du buzz et pensent que le talent suffit pour performer? Alors, bien sûr que le travail, il bat le talent, c'est une évidence. Moi, je l'ai vécu toute ma vie à travers moi avec les sportifs qui avaient un talent de dingue et qui pensaient parce qu'ils avaient du talent, ils n'avaient pas besoin de travailler comme les autres n'en avaient pas. Et j'ai vu des tas de gars qui avaient beaucoup moins de talent et beaucoup moins de qualité physique qui réussissaient. Donc le travail, c'est une évidence. De toute façon, le travail doit être au centre de tout, que ce soit un travail sur soi, un travail intérieur ou un travail extérieur. Sans travail, il ne se passe rien. Maintenant, la difficulté qu'on a, on est dans des nouvelles générations aujourd'hui qui sont nées dans un monde qui est différent d'une autre. Moi, je suis né dans un monde connecté à la nature, connecté à mes valeurs familiales, et qui ne sont pas les mêmes valeurs familiales d'aujourd'hui. Donc, on est chargé dans notre ADN de quelque chose qui correspondait à une époque qui est pratiquement résolue. Et aujourd'hui, les jeunes veulent réussir. Tu vois, aujourd'hui, les gars milliardaires avaient moins de 30 ans. Il y a 50 ans, les milliardaires avaient 70 ans. Donc aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire d'efforts. Il n'y a plus de persévérance. Tout le monde est en train de rêver sur des réseaux sociaux, à se prendre pour ce qu'ils ne sont pas.
Et c'est une machine à broyer l'intelligence, à broyer la force, à broyer la réussite. Parce que même quand tu réussis comme influenceur sur les réseaux sociaux, tu fais réussir le réseau social en lui-même. Mais- évidemment. et aujourd'hui, moi, je fais partie d'une génération, je ne critique pas la jeune génération. J'essaye de la comprendre. J'essaye de m'adapter. D'ailleurs, je ne vis qu'avec des gens qui ont moins de 30 ans. C'est pas par jeunisme, c'est parce que j'essaye de vivre dans mon époque et de pas me dire avant c'était mieux, avant c'est différent. Et c'est de pouvoir leur apporter justement cette base et leur dire bon, les gars, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ta vie, la plupart aujourd'hui te diront moi à 35 ans, je vais être rentier. Mais ça n'existe que un pour 1 million qu'on met en exergue. Et puis on est dans un monde de mensonges. Et là, on va rentrer dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'IA, où le mensonge sera notre quotidien et ça va être compliqué de s'y retrouver. Mais il faut évoluer avec. Donc moi, je peux pas rejeter tout ça. Ça me fait des fois souffrir, parce que je me dis, bon, les gars, ils sont dans... Mais c'est le monde dans lequel ils sont nés, dans lequel ils vont vivre, et c'est le monde qui est en train de devenir comme il est. Donc, je veux pas passer pour un vieux con qui n'a rien compris. Évidemment. J'essaie de comprendre. Je ne partage pas tout, mais tu vois, moi, l'homme, je ne suis pas un homme de réseaux sociaux, pas dans l'être humain, mais le businessman, je suis obligé d'y être. Donc j'essaye de naviguer entre les deux, m'adapter, et puis essayer d'apporter mes valeurs. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui de 70 personnes en Afrique. Je suis heureux de travailler avec eux. Ils sont inspirés par ces valeurs paternelles, familiales, et de quelqu'un qui est avec eux devant. C'est pas, je suis pas le blanc qui arrive ici à leur donner des leçons, à leur apprendre la vie. Non, on construit ensemble. Et tu t'aperçois qu'il y a un talent de fou, qu'il y a des gens qui ont des compétences de dingue alors qu'ils n'ont pas fait des grandes écoles. Et ça me donne beaucoup d'espoir dans la jeunesse, plus particulièrement africaine aujourd'hui parce que ils ont rien et ils ont tout devant eux. Chez nous, ils ont tout, mais ils ont plus rien devant eux parce qu'ils veulent tout de suite. Ouais. Donc, tu vois, c'est une belle expérience de vie et c'est cette expérience que j'ai eue, bien sûr, avec cette histoire judiciaire et tout, qui m'a ouvert cette nouvelle voie dans laquelle je suis allé avec beaucoup de légèreté et avec aujourd'hui beaucoup d'ambition. Et je compte bien devenir un acteur majeur sur le continent africain et on est bien parti pour ça. Je crois que tu as de l'avance sur pas mal de monde, sur pas mal de monde en réalité, mais on va en parler. Moi, aussi, comme toi, je trouve que le travail, évidemment, bat le talent. Le talent, ça te permet d'émerger, de sortir du lot, de te faire remarquer. Mais si tu veux durer, marquer l'histoire, il faut travailler. À mon avis, il n'y a aucun champion qui peut te dire, tu prends Ronaldo, tu prends tous les athlètes qui ont marqué l'histoire. C'est tous des travailleurs. Obligé. C'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Après, le travail, comme tu as dit, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est la complémentation alimentaire, c'est la supplémentation et c'est l'intelligence. Je suis assez d'accord avec toi. Et la générosité. Et explique-moi ce que tu veux dire par générosité. La générosité, c'est-à-dire que quelque part, je ne fais rien pour moi. Ce que je le fais parce que j'aime le faire et que je suis libre de le faire. D'accord, ok. Mais je le fais pour les autres. Moi, le service client, c'est capital pour moi. Je souffre des fois dans mon groupe quand mes clients sont pas satisfaits. Le respect de mes fournisseurs. C'est ces valeurs qui sont importantes et je le fais avec générosité. Je vais me donner à fond pour pouvoir faire ma mission. J'ai la chance d'être un entrepreneur, d'avoir eu une vie hors norme, mais sans mes clients, sans les consommateurs qui font confiance à la marque ou à nos marques, sans les clients qui m'ont fait confiance ou même qui m'ont critiqué à un moment donné, c'est pas grave. Je veux dire, si j'ai pas cette générosité où j'ai ouais, bah, j'en ai rien à foutre de leur gueule, c'est comme ça. Non. C'est vraiment ça qui est aussi fondamental parce que quand tu donnes de l'amour aux autres, même si eux te le rendent pas en direct, tu as quelque chose qui se passe et qui crée que tes produits, ta marque n'est pas comme les autres. Et ça se passe dans l'amour. Il n'y a pas de générosité sans amour. Et quand tu fais les choses avec amour et avec générosité, moi je veux satisfaire un client, je veux pas faire du chiffre. Et je veux satisfaire mon client, le fidéliser, parce qu'il est attaché avec passion et amour à la marque. Pas par la pub, le marketing, les promos et les trucs comme ça.
Et ça, c'est ce qui m'habite, en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, le succès que j'ai eu dans toute ma vie. C'est que moi, je suis capable, encore aujourd'hui en Afrique, d'aller livrer une tisane à 50 kilomètres pour 3 euros, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont je suis le plus fier en moi, parce que j'ai roulé en Lamborghini, en Ferrari, machin, mais je suis capable de prendre un tuk-tuk, là, pour aller livrer une tisane. Parce que c'est ancré en moi, c'est plus fort que moi. Ouais. C'est cette générosité, et le client va recevoir sa tisane, et à ce moment-là, tu as un milliardaire qui rentre, qui va acheter la tisane, et tu as rendu service à ton client, mais tu as connecté avec autre chose. Et ça, c'est ce que j'essaye souvent d'expliquer aux gens. C'est pas forcément l'action directe qui est important, il y a beaucoup de choses dans la vibration qui est indirecte, et ton succès va pas être dans ce que tu vois, il est souvent dans ce que tu vois pas, mais à travers ce que tu as fait, à travers tes gestes, à travers tes pulsions d'amour, tes pulsions de bienveillance. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller au combat et qu'il faut couper des gorges des fois, en termes guerriers, mais à un moment donné, tu dois le faire avec respect, avec passion, générosité et amour. Et ça, c'est un discours que les gens rigolent des fois, mais quand on m'explique comment j'ai réussi, je suis incapable d'expliquer, hormis t'expliquer à travers ce que je fais, ce que je ressens, et ce qui m'importe pour moi. Voilà. Tu m'entendras pas raconter les histoires de Subdeco ou des écoles de commerce, ou des trucs comme ça, c'est pas mon truc. Ah, mais je crois que tu incarnes vraiment ce truc-là, c'est tes valeurs, c'est ancré en toi. Tu as l'air parfaitement aligné et c'est ce que ta marque transpire aussi, tu vois. Donc, justement, c'est quoi être un leader, Eric? Toi, tu es le leader de ton entreprise, tu parlais d'équipe aussi. C'est quoi être un bon leader? Est-ce que c'est imposé ou c'est inspiré? C'est un peu les deux. Ouais, C'est un peu les deux. intéressant. Hmm. Non, c'est un peu les deux. Tu dois avant tout inspirer, rechercher toujours le meilleur de chacun, mais comme les gens ne se connaissent pas forcément, et que on a beaucoup d'a priori, beaucoup de choses en dire. T'as beaucoup de gens qui vont te dire quand toi tu lances ton truc, on va te dire ouais mais bon il y en a beaucoup. Oui mais bon ça marchera pas. Oui mais bon voilà. Donc à un moment, toi déjà tu t'imposes des choses à toi-même parce que si tu écoutes tout le monde, tu vas pas y arriver. Et à un moment, tu as des gens qui réagissent de la même manière. Donc à un moment, il faut savoir aussi imposer les choses et être responsable et les assumer. C'est-à-dire que tu peux imposer quelque chose pour le bien collectif, le bien de l'entreprise, parce que tu as des gens autour de toi qui malheureusement sont plus couillus ou plus armés comme tu peux l'être en tant que leader. Et le rôle d'un leader, c'est d'avoir une vision et d'emmener les gens à adhérer à cette vision. Et à un moment donné, on a besoin aussi de compétences. Et à un moment, il faut parfois imposer cette vision à des compétences qui ont la compétence, mais qui n'ont pas forcément la vision du chemin à faire. Donc c'est un petit mix des deux. On est Ouais, aussi ok. un peu dictateur quand on est leader. Faut pas avoir peur du mot. Il y a un moment où tu es obligé, à un moment donné. Tu dois trancher, tu dois faire des choix à un moment donné. Voilà. Ok. En connect, tu es issu d'un sport qui est collectif, qui est individuel, mais où la force de l'équipe est capitale. Et il y a toujours un leader. Et une bonne équipe, c'est où il y a un bon capitaine. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et le bon leader, c'est pas celui qui crie le plus fort souvent, tu sais. C'est pas celui qui gesticule et qui fait des manières. Et non, non, pas forcément. Des fois, c'est le taiseux et il va dire juste une phrase et il va rassembler tout le monde. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu parlais de réussite, tu parlais de Lamborghini, etc. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour toi? Est-ce que c'est le nombre de followers? Je te le pose la question, mais je sais très bien que ça te passe par-dessus la tête. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est te balader en Lamborghini? Ou alors ça a évolué avec le temps? Peut-être que tu peux me dire, Mehdi, ben, à 20 ans, c'était les Lamborghini, à 30 ans, c'est autre chose, et ainsi de suite. Non, tu sais, quand les choses sont extrêmement simples, en fait, quand tu viens d'où je viens, c'est-à-dire je viens d'un milieu paysan, où j'étais, comme je te l'ai dit, le bon à rien parce que j'écoutais personne. J'ai passé la moitié de mon enfance à être puni, et en étant puni, je trouvais encore, j'étais heureux et je trouvais des trucs à faire. Et à un moment, tu as besoin d'être reconnu pour ce que tu es. Tu dis voilà, moi je vais réussir, je vais y arriver, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas avec quoi. Donc tu as un moment de ta vie effectivement où tu as besoin de trouver cette reconnaissance de tes pairs. Mais quand tu as pu à un moment donné acquérir cette reconnaissance, ça devient un fardeau, ça devient un poids. Parce que malheureusement, les gens vont te reconnaître parce que tu roules en Lamborghini, que tu as une vie magnifique, tu as des belles femmes et autres.
Donc on va te reconnaître là-dedans, mais très rapidement, on va te critiquer. On voit pas le chemin que tu as fait, et des sacrifices que tu as fait. Quand tes potes allaient à Saint-Tropez ou à machin, toi, tu étais en train de pousser des portes, même à Saint-Tropez. Je poussais des portes pharmacie, parce que je vis mon boulot. J'ai pas de vie privée. J'ai une vie. J'ai pas une vie professionnelle, une vie privée. J'ai qu'une vie, une seule, bien remplie. Et le travail, c'est une grande partie de ma vie, et j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça fait partie intégrante de moi. On a la chance de faire un métier, d'être entrepreneur, d'être relativement libre, relativement. Et puis à un moment donné, notre métier d'entrepreneur, c'est d'avoir cette vision, c'est d'avoir l'envie de bâtir, de construire des richesses avant tout humaines et matérielles. Et c'est de créer des emplois, c'est de créer de la richesse. Bah c'est une vocation en fait. C'est une vocation. Moi, je dis souvent, tu sais, je sais rien faire. Rien. Rien du tout. Même pas planter un clou, tu vois, la vie. Mais je sais faire. Et donc, je préfère savoir rien faire et savoir faire, ce qui me permet de faire des milliers de choses, que de savoir faire une chose parfaitement et de savoir faire que cette chose-là. Donc, moi, à mon profil, je suis un entrepreneur, leader, je comprends tout, je comprends le système, l'IA, le digital, les trucs comme ça. C'est pas mon truc, mais je fais faire les choses à des gens qui sont là pour ça et qui font leur travail pour pouvoir mener notre business là où il évolue, c'est-à-dire aujourd'hui sur le digital, l'IA et demain sur la robotique et sur d'autres choses. Il faut être présent, il faut comprendre. Se tenir informé, au courant, pour être présent, comme tu dis, Et sur j'ai le pas marché. envie d'être qu'on m'admire parce que je suis super machin, Superman. Non, la réussite pour moi, c'est de rester. Tu vois, au début, ma mère, elle me disait, mais Eric, quand est-ce que tu vas grandir? Après, c'est les femmes avec moi qui vivaient, elle me dit, mais quand est-ce que tu vas devenir, quand est-ce que tu vas grandir? Et je leur dis jamais. Je veux dire, laissez-moi l'enfant qui est en moi vivre jusqu'au bout. Parce que c'est la plus belle chose, c'est de garder cette naïveté, garder cette. J'ai pas envie d'être le super-héros. On est soit haï ou soit adulé, mais je fais pas exprès. J'aime la vie que je mène, je me respecte en tant que personne. Et si à un moment, tu as des gens qui viennent autour de toi, t'en as 95% qui viennent pour des raisons qui sont des raisons avec des intérêts purement matériels, et t'en as très peu qui viennent pour des raisons purement d'amour et d'accroche. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est un échange. Parlant d'échange, Eric, je te remercie infiniment parce que je passe un super moment. Euh, tu, tu m'embarques dans tes paroles parce que on sent que tu parles avec tes tripes et tu parles de ce que tu as vécu. C'est pas du fake. Et ça, c'est un bonheur. Tu as eu un passage aux États-Unis où t'as encore ton pied aux États-Unis, en Amérique. Qu'est-ce que ça t'a apporté, leur façon de voir les choses, leur mentalité? Est-ce que tu en tires quelque chose de différent par rapport à ce que tu as pu apprendre en France Comme je te l'ai dit, là, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré. Le rock'n'roll, beaucoup de choses. Mais ma vision a énormément évolué sur les États-Unis. Les États-Unis des années 60, je suis tombé dans le piège comme tout le monde. Le grand piège du soft power américain, mondial. Et en allant aux États-Unis, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la même chose et la réalité, et que les États-Unis, ces dernières décennies, avaient sombré dans le mal du monde, et que tous ces rêves que j'avais de gamin, ils sont toujours ancrés, les rêves de la route 66, le rock'n'roll, la liberté, ouais. ça. Mais c'est plus vraiment ça. Il y a un nouveau souffle de liberté qui souffle avec Trump, mais on est dans un monde qui est tellement différent aujourd'hui. Donc les États-Unis, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de passé. Je suis captivé par l'Afrique, captivé, parce il y a un monde plein d'avenir, où il y a tout à faire, parce que tout est imparfait, tout est à moitié. C'est un continent qui est extrêmement jeune, qui a beaucoup de ressources, et qui fait que je me sens plus libre ici, et heureux que je ne pourrais être aux États-Unis. Je remercie les États-Unis parce que quand je suis sorti de prison, 3 mois après, je me suis retrouvé à Hollywood avec Randy Couture pour faire un film. C'était mon côté fun et un peu
un peu rock'n'roll, en me disant, bah voilà, il y a 3 mois j'étais en tôle et là je suis à Hollywood avec Randy Couture en train de faire un tout petit rôle. Ça m'a éclaté comme un gamin, tu vois, un môme. Euh, Pas pour la flambe, pour le gamin qui s'éclate. Ouais. Il a un jouet et voilà, il rigole. Mes voitures, c'était pareil, tu sais, mes voitures, les Lamborghini, franchement, je m'en fous. Et je pense que mes amis ont plus roulé avec mes voitures que moi j'ai roulé avec. Parce que je sais pas ce goût-là. Je sais pas voilà. Après, j'aime à la Johnny, tu vois. J'aime le show, le spectacle, m'amuser, donner, partager. Mais posséder, c'est pas mon truc. La seule chose que je veux D'accord. posséder, c'est ma personne. C'est tout. J'ai bien compris, même avec les femmes, tu vis la même chose, c'est t'as une Pareil. relation à l'autre qui n'est pas dans la possession. Comme je dis souvent, je donne tout et je prends tout. Mais Ok. comme ça, et je continue ma route. Ok. Donc, si j'ai bien compris, le rêve américain pour toi, ça s'essouffle. Ouais, Aujourd'hui, c'est le on rêve peut africain. parler de. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on peut parler du rêve africain? Tu sais, le slogan qu'on a bâti aujourd'hui avec mes équipes, c'est l'African Dream, c'est maintenant, justement. Et c'est vraiment parce que le rêve américain était très enfoncé en moi, et j'ai ouvert les yeux, j'ai grandi, le monde a changé, et je me dis On a été aujourd'hui, éduqués comme ça aussi. On a été éduqués on a par. été élevé On avec a le été chute élevés de comme ça. Hollywood, Disney, Voilà. les McDo, enfin les McDo pas trop pour moi, mais le Coca et tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, bon, non, il y a des... Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je dis, pourquoi on devrait tous ressembler aux Américains, les Européens qui sont devenus Américains, et pourquoi des Africains, des Russes, d'autres continents et d'autres cultures ne doivent pas, au contraire, évoluer et préserver leur culture. Nous, regarde, on a perdu notre nation dans cette Europe de merde, là, aujourd'hui. On a perdu nos valeurs, on a perdu notre culture, notre art, on a perdu beaucoup de choses. Et je n'ai pas envie. Voilà, c'est pour ça que je retrouve cette liberté que j'ai en Afrique. Mais c'est un vrai combat, hein, c'est une vraie Oui, bagarre. ça doit pas être si simple que ça, hein. Moi, je suis retourné aussi en Afrique pour jouer au rugby. J'avais rejoint la sélection algérienne et je me suis rendu compte que le rugby africain avait un potentiel incroyable. Mais par contre, en termes d'organisation, en termes de plein de choses, c'est très compliqué à mettre en place. Les sports ont un potentiel parce qu'il y a, tu sais, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans. Euh, C'est des gars qui C'est marchent, qui incroyable. courent, qui sont dotés de beaucoup de capacités. Ce qui leur manque, c'est des structures et la volonté politique de pouvoir aider cette jeunesse à C'est ce que trouver j'allais te leur dire place. aussi. Et nous, on œuvre là-dedans, tu vois, j'ai monté la première ligue de MMA africaine. On fait un Wow. carton et on a nos pay-per-view. Et tu vois, j'ai des gens aujourd'hui comme Canal+ ou d'autres qui commencent à venir vers nous parce Super. qu'on est arrivé à faire des choses que même les gros n'arrivent pas à faire parce qu'on est sur le terrain. Tu sais ce que c'est, on est sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est quoi alors pour toi la suite c'est tes projets avec l'Afrique? Bah, mes projets avec l'Afrique, c'est de continuer. On a bâti un groupe aujourd'hui dans les médias. On a la première chaîne de télévision YouTube dans la lutte TV. C'est 1 300 000 abonnés. On a Eric Fav TV qui aujourd'hui est multisport et va se lancer beaucoup plus sur le MMA et le pay-per-view dans le MMA. Aujourd'hui, c'est 266 000 abonnés. On a BP Actu, donc il y a 280 000 abonnés. Donc on a un réseau pratiquement de 2 millions d'abonnés. On fonctionne bien avec ça. J'ai ma distribution Eric Favre sur toute l'Afrique. On a ouvert des magasins, on ouvre des salles de gym. On a ouvert à Conakry, on a ouvert à Abidjan. Je vais ouvrir au Sénégal également. Donc je continue à développer ma marque et mes marques, puisque j'ai développé d'autres marques. Donc voilà le chemin entrepreneurial, j'ai mes propres équipes, ma propre agence de com. Voilà, on est en train, j'ai rebâti en très peu de temps une bonne base pour continuer à me développer. On va monter probablement en 2026 une usine à Dakar pour commencer à conditionner sur place pour être vraiment dans le panafricanisme. Voilà. Je suis souvent le seul blanc d'ailleurs, tu vois, à me Ça, retrouver. C'est Kémy Seba. C'est Kémy Seba qui parle de panafricanisme. Oui, il a raison. Et tu sais, tous ces gens qu'on pense comme des complotistes, bien sûr, viennent heurter le système qui est en place depuis des décennies. Mais c'est eux qui ont raison. Et il faut que les Africains aussi prennent Ou au moins, il mérite d'être écouté. et il est des fois un peu excessif. Et moi, qui suis un blanc et un Français, je devrais être offusqué par ces propos. Mais comme je vis en Afrique et je partage quand même la vie, aujourd'hui, j'ai 99% de mon groupe, c'est que des Africains.
Donc je vis comme un Africain ici. Je vis avec des Africains. Et j'aime, et en me respectant, j'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime la France. Et c'est ma manière aujourd'hui de faire respecter la France ici en Afrique, parce qu'on la respecte plus autrement. Et c'est ma manière de montrer que voilà, un blanc, un Français, bah, peut s'adapter à l'Afrique, comme les C'est ça aussi Africains. que tu dis. Voilà. S'adapter, s'adapter. Tu as raison. Tu viens pas avec tes idées et tu gonfles pas la poitrine en leur disant c'est comme ça que ça se passe. Tu respectes aussi la culture, tu t'adaptes, tu t'intègres, tu t'assimiles, Et mais tu gardes le cap. je fais ce que j'exigerais en France des immigrés qui viennent en France. Tout à fait. J'exigerais de ces immigrés dont on a besoin, mais qui s'adaptent à la culture française. Moi, quand je suis ici, je suis au Sénégal, dans un pays qui est 95% musulman. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de division. J'ai une mosquée dans mes bureaux pour mes gars, etc. Je les respecte, ils me respectent. Et les choses sont simples. Et voilà. Et je vais pas leur imposer ma culture, ma bouffe, ma façon de penser, etc. Je vais leur imposer une discipline dans le travail pour ceux qui veulent bosser, qui veulent s'en sortir. Oui. C'est pas la même chose. Donc ça veut dire que des fois, c'est chaud. Parce Oui. qu'eux, ils ont pas de culture, pas de structure. Ils sont nés dans la rue, mais vraiment, eux, c'est pas dans les rues de Paris. C'est dans les rues des villages. Ils savent pas ce qu'ils vont bouffer le soir ou le lendemain, la plupart. La famille est omniprésente. Donc on s'adapte. T'es obligé de laisser ton cerveau de français, je le laisse à CDG ou à Lyon. Mhm. Puis ouais, je comprends. Mais mon cœur Et français. d'ailleurs, je sens que bien sûr que... Et en plus, t'en parles, tu sais, presque avec tristesse de ce qui arrive en France et t'as l'air vraiment touché et peiné. Mais il y a de quoi être touché, il y a de quoi être peiné. J'adore mon pays, j'adore la France. Je suis tellement heureux d'être né en France et d'être né là où je suis né, d'être né dans un milieu paysan, à la campagne. Mon bonheur, c'est de retourner en France, mais à la campagne. J'ai une propriété dans la Drôme, je vais là-bas, je vois personne, je suis dans une commune de 190 personnes. Quand je rentre en France, le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est au milieu de la nature, parce que on a beau faire le tour du monde, la seule chose qui te fait du bien, c'est de te retrouver au milieu de la nature, avec ton eau pure, avec le soleil, avec ça, c'est la vraie vie en fait. Ça devrait être notre vraie vie, ce qui nous recharge. Ouais, mais là, en France, je sais pas si tu suis l'actualité, et c'est stressant, c'est difficile. D'ailleurs, est-ce que si un jeune vient te demander un conseil sur comment réussir, est-ce que tu lui dirais d'entreprendre en France Aujourd'hui, aujourd'hui? non. Aujourd'hui, non. D'accord. C'est l'enfer. La France est devenue un enfer fiscal, un enfer social, un enfer de normes, un enfer en général. C'est compliqué. Il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de difficultés. En Afrique, j'ai énormément de difficultés, mais je suis heureux. J'ai une vie différente. J'ai une autre pression, mais qui est une pression pour un entrepreneur. En France, j'ai plus l'impression d'être un entrepreneur. J'ai l'impression d'être un délinquant du matin au soir. Par mes propos, parce qu'on n'a pas le droit à la différence. Tu dois avoir des propos normés, tu dois avoir une vie normée, tu dois avoir une famille qui est déformée. Alors là, c'est le contraire. Hein. Donc là, c'est le monde à l'envers. Donc pour moi, aujourd'hui, je conseille pas à un jeune de s'installer en France tant que la situation est comme elle est aujourd'hui. C'est compliqué, franchement. On peut y arriver, mais c'est compliqué. Ouais. Tu crois que c'est quoi l'avenir de la France? Je parlais avec, je te disais, Boudjelal. Lui me disait qu'il craignait qu'il y ait le chaos. Qu'il y ait le chaos Moi, parce qu'il pense qu'à un moment donné, il va falloir tout renverser parce que c'est plus possible. je pense que malheureusement, aujourd'hui, on est dans un système où on est en train de nous enfermer encore un peu plus dans le digital, dans le contrôle, dans la surveillance. On nous endort avec les chaînes info où les gens ont peur. La France est un vieux pays. C'est-à-dire que autant en Afrique, 70% de la population a moins de 30 ans, en France, 70% a plus de 30 ans. Donc on est dans une configuration. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un chaos, parce qu'il faut qu'à un moment ça dégage. Il faut qu'à un moment où il faut qu'il y ait
un Trump ou un Poutine ou un Orban qui soit couillu et qui renverse tout Tu et crois qui encore à la rend... politique? Tu crois encore à la Non, politique, à la démocratie? non, mais Trump, c'est pas un politique. C'est C'est un homme qui fait businessman. un troublion, mais quelque part, regarde le mec en Argentine, on se foutait tous de sa gueule. Et les gars, bah, à un moment, oui, il y a été à la tronçonneuse, mais il n'y a pas 50 manières de faire aujourd'hui. Donc, Il a relancé la on est croissance. arrivé à la chute de l'Empire romain, où les barbares vont venir prendre la cité. Et là, on va rentrer dans l'ère des barbares. Et c'est ce qui va régénérer le monde. Tu penses? Ouais. Je pense, oui, que Ouais, autrement on est. c'est probable. Ça... Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, mais il faut se préparer. Tu as soulevé un truc tout à l'heure, l'apport. L'apport, c'est ce qu'il y a de pire. Tout est fait aujourd'hui pour nous mettre l'angoisse et la peur au ventre. Et ce qui nous manque, c'est le courage. Beaucoup de courage. Il n'y a plus de courage. Et les mecs courageux, on les castre ou on les met en tôle. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, tu vois, tu parlais de liberté d'expression. En France, maintenant, il y a des chaînes qui se ferment parce qu'on n'est pas d'accord. On se fout des gens qui regardent, hein. On ferme, si, l'Arcom décide de fermer, et point barre. Donc, tu vois, le problème, c'est que quand tu prends la parole et que tu déranges, ben, tu l'as vécu. On te met de côté. Le système va te mettre de côté. Il y a des artistes en France à qui c'est arrivé, des personnalités politiques. Donc tu vois, c'est ça qui est délicat. Donc en fait, c'est difficile. C'est difficile de trouver des leaders en France. C'est clair. C'est clair. Je voulais te parler de quelque chose aussi. On va retourner un peu plus dans le sport. Il y a de plus en plus de sportifs qui font des burn-out. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu penses que... Alors maintenant que tu es en Afrique, est-ce que tu penses qu'ils sont trop gâtés et ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont? Ou tu penses que le système même sportif est mal fichu, qu'il y a trop de matchs par exemple, ou qu'il y a trop de stress, ou qu'il y a trop de pression? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, ce que j'en pense, c'est très simple, c'est que tu vois, tu es dans un sport qui était le rugby. Ces 20 dernières années, le rugby a explosé, a évolué. Tant mieux, tant Oui, mieux. Mais bien sûr. c'est devenu une affaire purement d'investisseurs, d'argent, où le rugbyman qui était sympathique, qui était costaud, bon enfant, esprit d'équipe, esprit de machin et autres, devient bah, un peu comme le football, ça devient maintenant des placements et des investissements et qui ont toute un panel de préparateurs, de médecins, de trucs complexes, techniques, machin, etc. Où effectivement ça met une pression aux joueurs, où le côté média met une pression, c'est devenu des superstars. Et c'est vrai que ça a un côté positif, mais ça a un côté sur le plan humain, pour les gars qui sont pas armés pour ça. Et ça a un côté, je pense, qui est très déstabilisant, dans, humainement parlant. Et il faut avoir, tout à l'heure on parlait du travail, comme des gars comme tu as cité tout à l'heure, mais il faut aussi un caractère forgé pour pouvoir y arriver. Donc ça demande beaucoup plus de qualité aujourd'hui et de travail, et d'avoir vraiment ce caractère forgé. Je le vois, moi, aujourd'hui, tu sais, en Afrique, tout est en train d'évoluer. Les gars arrivent de l'Occident avec toutes leurs techniques, leurs machins et autres, et où des fois je rigole parce que les gars, ils bouffent du riz, du poisson, du poulet, ils s'entraînent dans le sable, pieds nus, etc. Et ils arrivent à avoir des performances de fou. Et avant d'arriver dans le système que l'on a en France et en Occident, il y a un juste milieu où c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique, et où avec ça ils peuvent tout péter quoi en fait. Et donc il y a un juste milieu. Donc je trouve il y a certaines disciplines sportives où il y a l'argent qui s'y est mis, ben, on est arrivé dans l'extrême de l'autre côté. Et forcément quand on est dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ben il y a des choses qui sont plus fragiles, plus difficiles. Et les gars, ben en subissent les conséquences. Ouais, c'est ça en fait. Et puis, ce qui est difficile, je vais parler de mon sport parce que c'est ce que je connais, c'est difficile de d'accepter la vulnérabilité. C'est difficile de parler. Puis dans mon sport, par exemple, on a personne avec qui communiquer. Si tu vas voir ton entraîneur et que tu lui dis coach, je suis pas bien, le coach il va se dire soit il me dit ça parce qu'il est pas bon en ce moment, ou soit je peux pas m'appuyer sur lui, je peux pas compter sur lui. Et pareil pour les coéquipiers, tu sais comment c'est. Dès qu'elle a moindre faiblesse, parfois on va plutôt t'appuyer dessus que te tirer vers Alors, le haut. Donc c'est aussi peut-être
dans le rugby où tu as cette image de super-héros, d'hyper solide, nanani nanana, où tu peux pas communiquer, où tu peux pas échanger. Donc les choses se mettent en place, ça évolue. Mais dans ton sport, c'était la même chose aussi. Est-ce que c'était si difficile? Dans le bodybuilding, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvaient dans des états incroyables parce que soit ça marchait pas pour eux, ça échouait? Dans le bodybuilding, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Bodybuilding, D'accord. tu Bon, sais, déjà, ça règle pas mal de problèmes. voilà, et que malheureusement, le bodybuilding, quand tu veux réussir à un niveau international, sans le dopage, tu ne réussis pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une spirale qui est complètement inverse, c'est-à-dire où c'est un sport qui coûte cher et qui rapporte pas beaucoup d'argent. Donc ils ont d'autres problématiques. Et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, c'est que tu as beaucoup de gens qui pratiquent le bodybuilding et ça devient obsessionnel. Il y a beaucoup de burn-out, de dépression, mais pas pour les mêmes raisons que celles évoquées tout à l'heure. Tu sais, qui est-ce qui pratique les sports? C'est des êtres humains. Et on en revient à cet équilibre. Que tu sois entrepreneur aujourd'hui, ça demande des performances de fou. C'est plus toi qui décides, c'est les banques, c'est ton financier, c'est le système qui, voilà, c'est compliqué. Il faut avoir un caractère trempé. Et c'est soit tu deviens le numéro X dans le système. Et si on a décidé que tu écoutais bien, que tu étais un bon garçon et que tu rentrais dans le système, tu vas réussir. Ou soit on est des gars comme moi ou comme toi ou autre, on a envie de gérer notre propre réussite telle qu'on l'entend et on correspond pas au système parce qu'on va pas te dire non, on va te dire faut pas dire ça. Tu sais, quand je suis rentré en bourse, on dit monsieur, là vous rentrez en bourse, faut enlever vos Santiago, faut enlever. Je dis non, monsieur, moi je vais rentrer comme j'ai décidé de rentrer et si vous voulez pas que je rentre pas en bourse, je m'en fous. Parce qu'à un moment, voilà. Et moi, ce qui est important, c'est ce que l'on réalise comme travail. Et à un moment, bah, je pense que toutes ces choses bah, font que moi, je suis pas devenu entrepreneur pour être le larbin et le modèle de ceux qui... Je respecte les banques, je respecte mes financiers parce que je les comprends. Ils sont dans une équation et une pensée qui est différente. Je respecte. C'est pour ça que je n'y mets pas les pieds. Et j'y ai jamais mis les pieds. J'ai été obligé. Aujourd'hui, Ok. ma marque est dedans un petit groupe financier. Bon, c'est différent, mais je reste un entrepreneur. Et quand tu es un sportif, quand tu es à l'OL, c'est pas comme quand tu es dans la petite équipe du coin, l'ambiance est plus la même, la charge n'est plus la même. Donc c'est difficile de rester autonome, vrai, sans te fracasser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out. Puis il y a la pression Ouais, derrière, c'est vrai. toute la pression qui est derrière, De même la pression l'entourage, familiale. ouais. 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 Et c'est souvent celle-là la plus difficile. C'est souvent celle-là la plus difficile. C'est là où tu dois avoir un caractère trempé. Moi, ma famille me dit, mais arrête, tu peux t'arrêter de travailler, pourquoi tu continues, t'as 60 balais, mais viens, tranquille, et tout ça. Je lui dis, mais non, je peux pas. Il dit, ouais, mais est-ce que tu penses à nous? Et je dis, mais moi, je pense à vous tout le temps, hein. Mais est-ce que vous pensez à moi, là? Donc, tu vois, faut être, c'est dur, parce que t'es influencé. Ouais, bien sûr que j'aimerais voir plus souvent ma famille, plus souvent ma mère, voilà, c'est normal. Mais à un moment, voilà, je choisis mon chemin et je fais ma mission comme et je regrette rien, j'ai jamais rien regretté dans ma vie. Donc il faut faire des choix, il faut les assumer avec force. C'est ce Exact. que je dis souvent, je préfère souffrir que d'être frustré. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais te l'appliquer. Je vais te l'appliquer celle-là parce que Ouais. elle est super vraie. Alors, on a parlé des sportifs. Toi, tu as une grande équipe. Est-ce que tu te préoccupes de leur santé mentale, Eric? Mais c'est la base. Tu peux pas diriger une équipe si tu ne te préoccupes pas de leur santé mentale. C'est la base, parce que s'ils n'ont pas une bonne santé mentale, déjà, c'est pas bon pour eux et leur famille, etc., mais c'est pas bon aussi non plus pour leur Pour toi aussi. performance, et puis pour l'équipe. Voilà. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est, quand tu es un leader, malheureusement, souvent, beaucoup pensent que tu fais les choses pas pour eux, tu les fais pour toi. Alors que tu les fais pour eux, et que quand eux vont briller, toi, tu vas briller avec eux. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu as fait... Il y en a qui, pour réussir, écrasent la tête des autres, et puis il y en a d'autres qui essayent d'élever les autres pour pouvoir s'élever avec eux. Moi, ça a toujours Ouais. été ma façon de faire. Et les gens, quand tu commences à les aider, curieusement, ils pensent que tu veux leur prendre quelque chose. Mais tu veux rien leur prendre. Tu veux simplement dénicher le talent, révéler le talent qu'ils peuvent avoir, qui est enfoui, qu'ils n'ont pas encore eu la chance de mettre en œuvre, et tu essayes de les mettre en avant. Et malheureusement, il faut les préparer mentalement à cette nouvelle vision.
Et c'est là où j'ai beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que je faisais les choses pour les aider et qu'une fois que je les aidais, il y en a beaucoup qui n'étaient pas prêts à vivre ce qu'ils étaient en train de vivre. Eh oui. Et ils se retournaient après contre le système qu'on avait mis en place, qui est pourtant vertueux. Et pas, après, t'as la santé mentale et puis t'as l'intelligence. T'en as qui comprennent pas et qui comprendront jamais. Et toi, comment tu fais pour préserver ta santé mentale d'abord? Ma santé mentale, je la Comment tu fais préserve. pour souffler, Eric? Parce que tu as beaucoup de responsabilités, tu as une grosse équipe, tu as une vision. Comment tu fais pour, à un moment donné, est-ce que tu as un sas de décompression? Comment tu fais pour dire là, J'ai un sas de décompression qui est la nature, comme je te le disais tout à l'heure. ouais, Régulièrement, je m'isole, mais complètement. J'ai un sas de décompression qui est l'amour. Je mets de l'amour partout autour de moi. J'aime, je m'émerveille tous les jours quand je me lève le matin. Je lâche prise. Les problèmes, je suis de ceux qui... J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et j'en ai encore beaucoup, mais je ne surréagis plus directement. Il y a beaucoup de mes problèmes que j'ai eus qui se règlent tout seuls, en fait, d'une manière ou d'une autre. ça C'est veut dire quoi? Tu savoir... es moins sensible? Tu es moins Oui, sensible à l'impact du problème? oui, beaucoup moins sensible. Et puis je sais maintenant, à un moment, quand j'ai certains problèmes, je m'emmerde plus, j'appelle mes avocats et je leur dis de se démerder avec et de régler certains problèmes qui te polluent parce que tu passes ta vie autrement à régler des problèmes tous les jours. Et il y a des choses importantes où il vaut mieux déléguer. Et puis je lâche prise. Je lâche prise. Franchement, je prends du recul. J'ai une équation en fait. C'est lâcher prise, pardonner et mettre de l'amour. Quand tu sais lâcher prise, tu pardonnes. Moi, j'ai pardonné au juge qui voulait ma peau. Lui, il a été destitué, il a été rétrogradé. J'ai rien fait. Et parce qu'il a été tellement vindicatif, méchant et autres, à un moment, moi, je suis pas rentré là-dedans. Je lui en veux même pas. Et, et, euh, et mettre de l'amour dedans, c'est important. Finalement, ce juge, je l'aime parce que la vie que j'ai aujourd'hui, je l'aime. Donc finalement, s'il m'avait pas fait ce qu'il m'a fait, ok, j'ai perdu des millions, j'ai perdu mon groupe, ils m'ont tout pris, machin, mais cette expérience que j'ai vécue m'a rendu encore plus riche, humainement, plus fort, et surtout, il m'a rendu un service énorme, c'est que quand j'étais en prison, je n'ai jamais été aussi fier de moi, parce que en prison, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de pouvoir, je ne commandais personne, et j'étais heureux, je rigolais, je m'occupais des gars dans la cour, dans la promenade, etc. Et je me suis dit à ce moment-là, je lui ai dit, Eric, tu t'es jamais menti. Quand tu disais avant, le pouvoir et l'argent ne t'intéressent pas, tout le monde me disait, ouais, mais c'est facile, toi, t'as de l'argent, t'as le pouvoir, t'es entrepreneur et tout. Mais là, j'étais un détenu de manière injuste, dans un milieu hostile, et finalement, j'étais pas malheureux. J'étais pas heureux de là où j'étais, mais j'étais pas malheureux. bien sûr. Et je me suis dit, finalement, tu t'es pas menti à toi-même. Ce que tu dis, tu es capable de le vivre et de le faire. Donc finalement, ce mec, il m'a rendu un service énorme humainement. Il m'a vu que j'étais vraiment vrai, en adéquation avec moi-même, et qu'on peut rien me prendre. Tout le Ça, reste, c'est c'est du matériel. Mais on peut pas me prendre ce que je suis et ma liberté d'être. Et finalement, j'étais dans cette tôle. J'étais avec un gars qui avait 26 ans, un petit maghrébin, on s'est éclaté. Je suis tombé sur un mec qui était gentil. Il m'a pris un peu comme son père. Je lui ai appris Johnny Clash, Johnny Hallyday, Elvis Presley. Lui, il me faisait écouter du rap, des choses comme ça. On a partagé. Finalement, j'ai vécu une expérience humaine qui était plutôt intéressante. t'étais en immersion là, ça a dû être une aventure incroyable. Humaine. Dans un Ouais, une milieu que aventure je humaine connaissais incroyable. pas. Ouais. Il nous reste quelques questions et après je te libère, Sans Eric. problème. Quel est l'avenir de la supplémentation des compléments alimentaires? Aujourd'hui, les gens font de plus en plus de télétravail. Il y a de plus en plus de filtres, il y a de plus en plus de intelligence artificielle. Donc, je me dis que peut-être les gens vont être moins focalisés sur leur apparence. Est-ce que je me trompe? Et qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas devin, je peux observer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, où les gens... Est-ce que tu as investi dans le métaverse, toi? Tu as investi sur l'IA, le Oui, métaverse? oui, j'ai investi sur la métaverse. Ça a été un échec pour l'instant, faut être honnête. Je pense que la métaverse n'a pas pris comme elle l'aurait dû
ou éventuellement prendre. Et puis peut-être que c'est pas plus mal entre toi et moi. Donc je me suis planté. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs. J'ai eu beaucoup plus d'échecs dans ma vie que de réussites. Et ce sont ces échecs qui te permettent de grandir. Mais les réussites, même si elles ont été moins nombreuses, ont été toujours plus importantes que le cumul de mes échecs. Donc c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas en gagnant tout le temps, on apprend en ayant des échecs. Et ça, c'est important aussi. En France, dès que tu as eu un échec, tu es un loser. Aux États-Unis, c'est ce que j'aimais chez eux. C'est dis-moi combien tu as eu d'échecs et je te dirai combien tu vaux. C'est ça, exact. Je peux pas, je sais pas, je me pose pas ce genre de questions en fait. J'essaie de vivre dans le moment présent. J'essaie d'avoir une perception et une vision un petit peu de ce que ça va devenir. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les marchés de la laboratoire pharmaceutique sont à fond sur les compléments alimentaires. Là, on était des poudres de perlimpinpin il y a 20 ans. Bah, maintenant, c'est eux qui ont tout racheté. Que le complément alimentaire de qualité qu'on peut avoir dans un groupe comme le nôtre est devenu un produit de marketing et de complaisance dans les laboratoires pharmaceutiques, mais comme ils sont laboratoires pharmaceutiques et qu'ils ont le diktat Ils ont le tampon. Ils ont le voilà, tampon officiel. voilà. Donc je sais pas. Moi, je suis né dans les plantes, j'ai grandi et j'ai réussi là-dedans. Voilà. Après demain, j'ai pas d'obsession de là-dedans. Je m'adapterai et je continuerai à m'adapter. Je sais pas, je sais que les gens prennent soin d'eux. Ce qui est important, c'est qu'ils continuent à s'instruire et pas s'informer. S'instruire, c'est pas la même chose. C'est la grosse différence qu'il y a entre la connaissance et l'information. On est dans un monde d'information où les gens sont de plus surinformés, mais ont de moins en moins de connaissances. Et la connaissance, tu dois l'acquérir par ta propre expérience. Et tu vas pas l'acquérir sur les réseaux sociaux ou dans l'information. C'est dans l'expérimentation de la vie et de ce que tu as envie d'apprendre de concret autour de toi. Ouais, c'est vrai, mais c'est une mentalité qui est différente de chez nous parce que regarde, ici, on se base sur le CV, sur les études, sur le scolaire, sur on va pas prendre quelqu'un en général par son parcours, par les différents jobs qu'il a fait, les différentes missions qu'il a fait, son truc. On va regarder de quelle école il a pu faire dans sa vie. Et puis à partir de là, bon, on estime si c'est un bon ou un pas bon, entre guillemets. Oui, parce que c'est aujourd'hui dans les grands groupes où on veut des gens qui ont appris la discipline, qui ont appris à dire oui, qui ont appris à avoir un salaire. Un fonctionnaire, un bon fonctionnaire. Voilà, on n'est pas pour la liberté. En fait, quelqu'un comme moi, ça fait peur. Un mec C'est un qui cauchemar. voilà, un mec qui réfléchit, qui est hors système, qui peut venir demain perturber un lobbying. Le mec, il était au cul des chèvres à 18 ans et aujourd'hui, il est dans 12 000 pharmacies. Ça perturbe. Ça perturbe. C'est Et je peux vrai, le je comprends. comprendre. Et je leur en veux même pas. Voilà. Mais ils sont pas chez eux. Ils sont chez nous. La France, elle appartient à tout le monde. Et la C'est ça, réussite, elle bravo. doit être partagée. Exactement. Eric, tu as l'air heureux. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est d'être rempli d'amour, encore une fois, et de pouvoir se sentir le plus libre possible. Et puis d'avoir une famille, d'avoir ce socle, d'avoir des amis, d'avoir des projets, d'avoir eu le respect de la vie qu'on m'a donnée il y a 62 ans, d'avoir respecté ce qu'on m'a offert. La vie est courte, ça va vite. C'est une expérience qui est quand même assez éphémère. Et j'ai essayé toujours d'être du bon côté, du côté de la bienveillance, de l'amour, du pardon, de la joie, de tout ce qui est beau dans la vie. Et j'ai toujours fui le côté un peu plus obscur de la jalousie, de la haine, de la réussite, pour l'argent et tout ça, ça m'intéresse pas. Et la vie est une belle aventure et c'est la nôtre. Elle est unique, elle nous appartient et elle appartient à personne d'autre. Et le résultat de notre travail, d'ailleurs, devrait nous appartenir et à personne d'autre. Tu parles des impôts, tu parles de toutes ces choses-là? Des impôts, Entre autres? il en faut, mais Ouais. trop, non. Ouais. Voilà. Parce que ça Donc tue la tu parles. liberté. Exactement. Donc on parle de liberté. Comment devient-on libre? Uniquement par l'argent? Uniquement en étant riche? Ou en Non, prenant le temps de lire? En prenant le temps de s'informer? Ce que tu disais tout à l'heure, de rechercher? De savoir ce qui vibre en soi, ce qu'on aime? c'est de savoir ce qui vibre en toi,
de savoir, il y a des moments de vie où on a des envies, des besoins différents, c'est d'être libre de ses mouvements, libre de ses pensées, libre de ses actes, euh, de ne pas être dans un carcan religieux, sectaire, politique, syndical. Voilà, ça veut pas dire que tu te fous de tout, bien au C'est du contraire. boulot, hein. Ouais, ouais, mais c'est du boulot. D'accepter ce qui peut t'arriver, de t'adapter, et encore une fois, de relativiser beaucoup de choses. Tu sais, quand tu regardes un petit peu, plus tu avances dans la vie, moi, tous les héros de ma vie, tous les gens que j'ai amenés, qui adorés, qui étaient pour moi éternels, sont plus là aujourd'hui. Et je sais qu'un jour viendra mon tour, comme le tien, comme celui à tous, et c'est de faire en sorte que cette vie ait été en adéquation avec mes vibrations. Et tout, tu parles de vibrations, tout est sur le plan vibratoire en fait. Énergie, vibration, je Voilà. suis d'accord avec toi. 100%. Est-ce que tu rêves encore? Oui, tous les matins quand je me lève et tous les jours et tous les jours. Je suis resté un gamin, je rêve tous les jours. Je suis quelqu'un de nature joyeuse. Je suis pas quelqu'un, je dors très bien, j'ai pas de problème d'insomnie, j'ai jamais pris de médicaments de ma vie. Voilà, simple. La simplicité, c'est quelque chose que je revendique. La facilité, c'est des choses que je fuis. C'est deux choses différentes. Et puis après, la vie est belle. J'essaie de la regarder toujours du bon côté, d'exploiter mon Super. instinct. Ouais, c'est ça. Ton intuition, ton instinct. Voilà. Et s'il m'emmène dans des choses difficiles, eh ben, c'est que je devais y passer parce que j'apprends C'est une toujours. épreuve. Voilà, j'apprends une expérience. Une expérience bien, bien jouée. C'est différent. C'est différent. Oui, c'est vrai que c'est différent. Eric, écoute, je te remercie du fond du cœur. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable. C'est gentil. Tu es un exemple pour moi et pour d'autres, hein. Vraiment, je trouve que ton message, il est percutant, il est sincère, il est authentique, et c'est ce genre d'invité que j'aime avoir dans l'émission. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Non. Je Non? suis pas Ok, dans ça marche. le. Je suis pas dans cette. Je recommande jamais un produit. Je recommande jamais une adresse. Jamais un restaurant. Je reste T'es pas parce un que. influenceur? Non, je suis pas un Ouais, influenceur en tant ouais, que tel. ouais, ouais, Je sais ok. pas. Je te remercie en tous les cas de ton écoute, ce que tu me permets d'exprimer, et je t'encourage à continuer. Je te remercie. Tu as un visage et une expression qui a l'air sincère, honnête, et tu vis à 100%, et je te remercie. Super, Eric. Merci. Merci beaucoup pour ces mots-là. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode à vos proches. Et à bientôt avec un nouvel invité et pour un nouvel épisode. Pense à toi. Eric, merci du fond du cœur.